Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 27 juillet 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés, en commençant comme à l'accoutumée par les bourses européennes qui ont terminé en baisse vendredi. Les tensions diplomatiques entre Washington et Pékin éloignant à nouveau les investisseurs du marché actions. Alors, comme vous le savez, Pékin n'a pas tardé à répliquer à la demande américaine de fermer son consulat de Houston dans le Texas en ordonnant à son tour aux États-Unis la fermeture de leur consulat à Chengdu, dans le centre du pays. Alors, suite à ça, eh bien, les marchés chinois ont été les premiers à accuser le coup, puisque l'indice CSI 300 a chuté de 4,4% pour revenir à un creux d'environ 3 semaines, et l'indice SSEC composite de la bourse de Shanghai a pour sa part lâché quasiment 4%. Alors, bien évidemment, une escalade des tensions sino-américaines pourrait avoir des conséquences extrêmement négatives sur les marchés actions, en particulier pour les géants technologiques américains. Comme on a pu le voir, le Nasdaq commence à montrer des signes de faiblesse et à reculer la semaine dernière. Et finalement, ce qui compte pour les actifs de croissance, eh bien, c'est de savoir si une escalade géopolitique pourrait se transformer en guerre économique ou en nouvelle guerre commerciale entre ces deux puissances économiques. Côté US, eh bien, Wall Street a aussi terminé en baisse, terminant la semaine dernière sur un repli général, pénalisé par des résultats jugés décevants, comme on a pu le voir dans le secteur de la tech. Finalement, on a eu une certaine euphorie au cours des dernières semaines et finalement, on a eu Intel vendredi qui a publié et qui a quand même plongé de 16% après avoir annoncé un retard dans la production d'une puce plus rapide et plus petite de 7 nanomètres. Alors aussi, on a le rebond du nombre de contaminations par le coronavirus et les inquiétudes, du moins les incertitudes géopolitiques qui ont freiné la tendance et engendré des prises de bénéfices sur les indices américains. Alors chacun des indices boursiers affiche un recul sur la semaine dernière après 3 semaines de hausse pour le S&P 500 et le Dow Jones, et le Nasdaq, lui, enregistre quand même sa plus mauvaise semaine sur les 4 dernières. Alors cette semaine, c'est une semaine assez chargée et cruciale, que ce soit pour la micro ou la macroéconomie, puisque les géants Apple, Alphabet et Amazon doivent publier leurs résultats le 30 juillet, le jour où le département du commerce doit annoncer sa première estimation du PIB du deuxième trimestre, attendu, pour rappel, en chute de 35% par le consensus. Alors, comme je vous le disais, la tendance a été aussi plombée suite à la Chine qui a en plus ordonné aux États-Unis de fermer leur consulat. Une mesure bien évidemment prise en représailles à la fermeture du consulat chinois à Houston, décidée la semaine dernière par Washington. Et si les relations, on va dire, continuent de s'envenimer, eh bien, on pourrait avoir une escalade encore plus puissante et vraiment entrer dans une guerre froide entre les deux nations. De ce fait, eh bien, les investisseurs se montrent plus prudents et surveillent, on va dire, l'évolution des négociations, on va dire, entre les deux nations, même si Donald Trump semble, dans l'ensemble, assez fermé pour la reprise des discussions. Côté macro maintenant, eh bien, comme je vous le disais, on a un festival de résultats cette semaine, que ce soit sur le CAC 40 ou sur le Dow Jones ou même le Nasdaq. Alors pour le CAC 40, je vous ai montré le graphique, du moins le calendrier
des résultats à venir vendredi dernier. On a quand même 27 sociétés du CAC 40 qui vont publier cette semaine. Donc, il faut s'attendre à une semaine assez volatile et qui pourrait aussi donner le tempo, en tout cas pour les semaines à venir, puisque l'ensemble de ces résultats va permettre, on va dire, de prendre la température et d'avoir un peu un œil extérieur, à savoir celui des PDG et des dirigeants des sociétés, concernant bien, les perspectives à venir pour l'ensemble de leur société et bien évidemment aussi les bénéfices. Donc, pour les US, on constate quand même qu'on va commencer doucement lundi, enfin aujourd'hui, et on va attaquer assez fort à partir de mardi, étant donné que McDonald's est dans le Dow Jones, 3M est dans le Dow Jones, puis Pfizer aussi, Visa aussi. Donc, mardi, une séance assez chargée pour le Dow Jones, quelques boîtes du Nasdaq aussi, avec eBay, Visa, qui est inclus aussi dans le Nasdaq. Et derrière, la grosse journée, c'est surtout celle de jeudi. Mercredi, on a quand même Boeing. Boeing qui pèse énormément dans le Dow Jones, qui a une forte pondération dans le Dow Jones. Donc Boeing subit de plein fouet la crise du Covid-19. Donc on avait déjà, avant le crack qu'on a connu, les déboires sur son avion, le 737. Et en plus est venue s'ajouter la crise du Covid. Donc Boeing risque de publier bien évidemment des résultats jugés décevants, mais est-ce que la perte va être pire qu'anticipée? En tout cas, à surveiller, étant donné que Boeing représente quand même, il me semble, quasiment 5 ou 7% de pondération dans l'indice Dow Jones. Ensuite, après la clôture, on aura bien évidemment la tech avec Facebook, PayPal et Qualcomm. Et la grosse journée, c'est surtout celle de jeudi, puisqu'on aura le PIB américain US au second trimestre. Et après clôture, eh bien, les géants de la tech qui pèsent plus de 1000 milliards, que ce soit Amazon, Apple, Alphabet. Prudence, j'ai envie de dire, sur la tech. On a vu que Netflix, finalement, du moins dans les Fangman, on avait Netflix. Netflix a déçu. Microsoft a finalement déçu aussi. Apple, Goldman Sachs estime que la hausse est insoutenable et Apple pourrait aussi décevoir, je pense. Facebook aussi, étant donné que Facebook a connu au cours des dernières semaines quelques déboires concernant ses partenaires autour de la publicité. Donc, les perspectives à venir pourraient s'assombrir, en tout cas pour les techs, et surtout après avoir réalisé un rebond du moins sur l'indice Nasdaq, de plus de quasiment 60% depuis le creux de mi-mars. Une correction n'est pas à exclure, voire une baisse de 5-6% n'aurait rien d'illégitime suite à cette hausse peut-être un peu trop euphorique et ascensionnelle. Enfin, on terminera vendredi avec plutôt des entreprises du Dow Jones avec Exxon et Caterpillar. Le gold, eh bien le gold, on va regarder ça techniquement et graphiquement juste après, mais le gold réalise quand même ce matin une hausse aux alentours de 1,5-2% et inscrit un nouveau plus haut historique. Le gold, bien évidemment, est porté par, comme le montre ce graphique, la faiblesse du taux du rendement 10 ans réel. Donc là, c'est le 10 ans réel inversé face au gold. Et on constate quand même que le gold, du moins, épouse plutôt bien cette courbe du 10 ans. Donc certes, on assiste à une faiblesse historique des taux US actuellement, ce qui renforce l'or. On a aussi la dépréciation du dollar au cours des dernières semaines qui favorise aussi la hausse de l'or. On a la monétisation de la dette qui favorise encore une fois la hausse de l'or. Les tensions sino-américaines
encore une fois, qui profitent aux valeurs refuges. De ce fait, eh bien, les investisseurs cherchent à se couvrir en achetant de l'or une nouvelle fois, que ce soit en cas de nouvelles secousses sur les marchés, soit si les tensions eh bien, montent d'un cran, on va dire, entre les États-Unis et la Chine. De ce fait, les investisseurs préfèrent se couvrir. Et enfin, on a quand même toujours les banquiers centraux qui augmentent leurs réserves d'or. De ce fait, tous ces éléments fondamentaux font que on assiste vraiment à un nouveau bull run sur le cours de l'or. On a inscrit un plus haut historique ce matin. On fera le point techniquement pour essayer de déterminer les prochains niveaux, mais en tout cas, l'analyse technique et l'analyse fondamentale, force est de constater qu'elle plaide en faveur d'une poursuite de la hausse de l'or dans les, peut-être pas dans les jours, mais au moins dans les semaines, voire les mois à venir. Et comme je vous le disais, le prochain objectif me semble en tout cas à 2000 $ et un objectif de moyen long terme à 2500 $, vu la dynamique actuelle, me semble tout à fait envisageable. Côté graphique maintenant. Alors, le CAC 40, comme d'habitude, on se trouve à l'équilibre. Ce matin, on est indécis, j'ai envie de dire. On est face à un marché qui évolue dans l'indécision. Toutefois, on se trouve à la croisée des chemins. Donc, on va quand même basculer en hebdomadaire pour voir la tête de la bougie. Pas beaucoup d'indications sur cette bougie, si ce n'est qu'on est repassé sous le pivot de la semaine dernière, à savoir les 5050 points, et sur l'oblique qu'on tricote quand même depuis quasiment plus d'un mois. Cette fameuse oblique de long terme qui passe par tous les plus bas en place depuis 2012. Donc, on avait eu une première fois de l'excès ici, et derrière, le marché semblait attentiste, enfin, et dans l'incapacité d'aller chercher plus haut, mais n'avait pas non plus l'envie d'aller un peu plus bas. Et pour moi, le catalyseur à venir reste et restera les résultats des sociétés, étant donné qu'on a quand même 27 sociétés qui doivent publier cette semaine. Donc on a déjà commencé avec Thales. Mais le CAC commence, je trouve, à montrer des signes de faiblesse. À confirmer, le nouveau point pivot de la semaine, pour moi, c'est les 4930, 4920. Le sentiment qu'on a eu une sortie de triangle, ici, donc avec un gap, donc gap de rupture en quelque sorte au niveau de la borne basse du triangle, et on se retrouve sur les 4930 points, qui correspond quasiment à la fois à la borne basse de notre canal haussier qui permettait de cadrer ce fameux rebond, et le soutien de la moyenne mobile 50 qui est assez pentue quand même, donc qui fait office de support. Donc, ici, c'est la zone chaude de la semaine à surveiller. On a déjà eu un premier élément technique avec cette sortie de triangle, en tout cas qui ouvre la voie à des perspectives baissières. Mais pour moi, le signal technique sera bien évidemment donné en cas d'incursion sous ce niveau, sous ce gros niveau, 4920, 4930. Cassure de MM50 sortie par le bas du canal. Et là, on pourrait avoir un scénario swing pour aller chercher dans un premier temps les 4700 et dans un second temps, eh bien, revenir sur cette zone de polarité située à 4650, 4550. Un sentiment baissier à venir qui mérite toutefois confirmation. Mais d'un point de vue technique, on constate quand même un essoufflement de l'indice, un indice qui cale quand même depuis de nombreuses semaines, qui semble à bout de souffle. Déjà que le CAC sous-performe
l'ensemble des indices européens. Mais là, force est de constater qu'on a quand même une dégradation technique. Toutefois, il manque juste, voilà, vraiment pour confirmer ce signal, un franchissement sous ce niveau qui permettrait pour moi une accélération, comme je vous le disais, sur les niveaux des 4007, voire 4550. Le DAX, on va se mettre en hebdomadaire. La bougie de la semaine dernière invite vraiment à la prudence, dans le sens où ici, on avait quand même quasiment un pendu une première fois. On a dommage qu'on ait eu une petite mèche haute. Toutefois, cette mèche n'est pas supérieure au corps de la bougie précédente, mais une mèche haute un peu importante, je trouve. Mais pas de bougie flue en tout cas. Belle mèche basse qui montre plutôt de l'indécision. On a un sentiment d'avoir un pendu. Par contre, là, eh bien, on a une belle étoile filante. Belle étoile filante sur zone, avec sentiment de bull trap la semaine dernière au-dessus des 12 940. Le DAX s'est offert le luxe de franchir ce niveau durant quelques séances pour au final être vite rattrapé et repasser en dessous. Donc là, on a quand même une belle zone technique qu'on a travaillé à de nombreuses reprises par le passé, vraiment une zone de polarité, et on forme voilà, des bougies d'indécision, voire de retournement avec cette étoile filante. Donc, je me montre assez prudent aussi sur l'indice DAX, qui montre lui aussi des signes de faiblesse. Si on bascule en daily, effectivement, peut-être que l'objectif théorique du triangle, étant donné qu'on parle d'objectif théorique, eh bien évidemment, il a été atteint pour l'instant partiellement. Et comme le CAC, on se trouve aussi à la croisée des chemins. On est sur la borne basse de ce canal. On est en train de prendre appui sur notre oblique. Pour repasser haussier, selon moi, eh bien évidemment, il faudrait une accélération ou du moins une rupture de la zone de résistance ici qui permettrait d'aller fermer le gap et pourquoi pas repartir. Mais pour le moment, le sentiment que tant qu'on évolue sous cette zone, eh bien, les vendeurs pourraient en tout cas prendre l'ascendant psychologique et la configuration avec des patterns de retournement sur les unités de temps hebdomadaires plaide pour un retracement en tout cas à venir. Et là, pareil, ce serait la cassure de ce niveau, donc très clairement sous les 12 800. Sous les 12 800, on pourrait avoir un retour pareil en cas de dégringolade sur 12 300, voire 12 190 points. Le Dow Jones. Le Dow Jones Daily, pareil, échec sur zone. On constate sur l'ensemble des indices qu'on a eu des échecs sur zone la semaine dernière, que ce soit le DAX, même le CAC, et là le Dow Jones, on a quand même une magnifique zone située vers 12 620, 12 750 points approximativement, et une nouvelle fois, belle mèche et impossible de clôturer au-dessus de ce niveau. Le chandelier ici qu'on avait quand même en place le 8 juin, le Dark Cloud Cover, eh bien n'est tout simplement pas invalidé. Alors certes, on avait l'Island Reversal, elle, qui a été invalidée puisqu'on est venu fermer le gap, mais ce chandelier est toujours en place et montrait bien, indiquait en tout cas potentiellement un essoufflement ou une correction à venir. Et pour l'instant, on assiste à un essoufflement. On constate quand même que depuis 4, 5, 6 semaines, il ne se passe pas grand-chose. On tente de grappiller quelques points, mais sentiment qu'on est dans un range et surtout qu'on est quand même capé par cette résistance qui fait parfaitement le job. Si on bascule en daily, donc échec finalement sur ce niveau, on repasse en dessous et on valide quand même un double top. Là, les futurs sont légèrement dans le rouge. On a cet oblique en soutien. Vous voyez, en fait, on a tous les indices. On l'a
pas la même tendance, j'ai envie de dire, mais ont la même configuration dans le sens où DAX, CAC et Dow Jones, eh bien, ça va ouvrir sur l'oblique, qui permettait de cadrer la dynamique haussière. Donc, pareil, sous cet oblique, eh bien, risque de dégringolade, encore une fois, pour retourner sur les 24 450 et 2 sur la borne basse du range. Après, comme évoqué vendredi, on a quand même un premier signal technique avec ce double top, en tout cas qui vient d'être validé, qui a été validé en tout cas vendredi. On a parfaitement cassé la ligne de coup et cela ouvre la voie dans un premier temps à des perspectives baissières en direction des 26 000. Et en cas d'accélération, pour moi, ce serait un retour, 1 sur les 25 390 et 2 sur le seuil psychologique des 25 000 points. Côté Forex maintenant, Euro-USD, scénario de retracement invalidé. J'étais quand même, du moins j'avais un plan sur l'euro-dollar pour viser un retracement de la tendance actuelle, mais il a été invalidé. Le plan était d'essayer de trouver des signaux vendeurs à l'approche des 1,1590 et de notre fameuse oblique de très long terme en place depuis 2008, qui venait cadrer un peu, enfin du moins coiffer les prix depuis maintenant plus de 12 ans. Et la semaine dernière, en clôture, voilà, énorme bougie flux impulsive qui ressemble quasiment à un Marobozu. Bon, on a un petit peu de la mèche ici, mais en haut, on n'a quasiment pas de mèche. Donc voilà, on constate tout simplement que les acheteurs n'ont pas laissé la place aux vendeurs la semaine dernière et ont complètement pris l'ascendant psychologique, et ça se voit dans la taille de la bougie puisqu'on réalise un magnifique Marobozu. Donc, le plan que j'avais proche de la zone des 1,1590, 1,1620, complètement invalidé. Et finalement, je pense que c'est le scénario de la sortie de drapeau qui prend le dessus ici avec un objectif quasiment à 1,18. Donc, on a un premier palier à aller chercher à 1,1745. Deuxième zone de polarité, juste ici, il faut le voir là sur les mèches, on a quand même bien travaillé ici, donc 1,1745. En cas de cassure, eh bien 1,18, soit l'objectif du drapeau, et en cas d'accélération, bah, c'est le deuxième palier qui pour moi se situe à 1,1875. Et pour le moment, eh bien, on est en face d'un bulldozer haussier et qui ne montre finalement aucun signe d'essoufflement malgré les grosses résistances qui pouvaient en tout cas freiner la course. Mais actuellement, pour moi, on avait une très grosse zone ici, elle vient d'être pulvérisée et il est préférable d'attendre d'avoir un chandelier maintenant ou surveiller à l'approche d'une grosse zone, mais les zones suivantes ne sont pas aussi importantes que la zone qui était là. Du coup, pour le moment, on assiste véritablement à un bull run sur l'euro-dollar et il est encore trop tôt pour initier, on va dire, des positions short sur l'euro-dollar, je pense, actuellement. Voilà, on a un objectif théorique vers les 1,18 si on reporte le mât de ce drapeau. Et pour le moment, eh bien, force est de constater que l'euro-dollar, eh bien, poursuit sa hausse et prend la direction d'atteindre ce prochain objectif. En données 4 heures, c'est haussier, pas de divergence en formation, pas de chandelier de retournement, donc à l'approche de la résistance. Une belle parabole qui est en train de se mettre en place, mais la dynamique est clairement haussière, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, pour l'instant, évitons d'être à contre-courant, tout simplement. Il faudra surveiller un essoufflement à venir ou un chandelier de retournement pour potentiellement tenter un retracement sans pour autant parler de retournement de tendance, car là, on a quand même une dynamique
assez forte, assez puissante. La taille de la bougie mensuelle, on a quand même une clôture mensuelle en fin de semaine. Et là, on a très clairement une bougie flux et impulsive, ce qui laisse présager peut-être un nouveau redémarrage, du moins on a déjà un redémarrage, mais le sentiment que l'euro-dollar pourrait s'installer peut-être dans une nouvelle tendance haussière de moyen long terme. Pour rappel, depuis 2018, on était en tendance baissière et là, on insiste à un redémarrage et l'euro pourrait entamer, en tout cas pour 2020, eh bien, changer de psychologie et repartir sur, du moins, une dynamique haussière. L'euro NZD. On va faire les paires en euros ce matin. Alors, euro NZD, qui pour moi a validé un signal technique la semaine dernière avec cette sortie de triangle par le haut. On a voilà, sortie de triangle avec à la clé un double bottom. Mais ici, au cours des 2 dernières séances, on a quand même eu une belle dynamique des prix, à savoir cassure MM200 daily, cassure zone horizontale, cassure oblique descendante du triangle. Et derrière, on casse la MM50. Donc ici, pour moi, un signal technique vient d'être donné sur l'euro NZD et avec un objectif vers les 1,7950. Et derrière, si on franchit ce niveau, aussi à la hausse, on a un triangle qui permettrait de valider un double bottom. Et donc, dans ce cas-là, d'aller chercher un peu plus haut si on reporte l'objectif théorique à 1,81. Premier niveau à aller chercher quasiment les 1,7950. Et puis, arriver sur ces niveaux, si on casse, remonter ses stops pour aller chercher le second niveau à l'objectif final, surtout à 1,8110. L'euro face au yen japonais. Sentiment aussi peut-être de double top. Alors certes, l'euro a été dopé, comme vous le savez, par le plan de relance de 750 milliards qui a été trouvé à Bruxelles. Toutefois, si on est à une escalade perpétuelle des tensions entre la Chine et les États-Unis, on a quand même eu un renforcement du yen japonais la semaine dernière. Et donc là, c'est ce qu'on constate, en tout cas, sur les paires en yens. Alors autant l'euro NZD, l'euro USD continue, du moins sur l'euro NZD, on a le sentiment d'avoir un nouveau redémarrage haussier. Euro USD, poursuite du rallye. Mais par contre, étant donné que on assiste à des investisseurs qui commencent à prendre leurs bénéfices sur le marché action, qui se réfugient en quelque sorte sur les valeurs refuges telles que le gold ou le yen japonais, on pourrait avoir un essoufflement aussi sur l'euro-yen. Et là, soit on a un double top, soit un range à venir. Mais en tout cas, on pourrait déjà commencer à anticiper un range à venir sur l'euro-yen. Ici, doji d'hésitation arrivé sur la borne haute. Et là, pour l'instant, on a quand même eu un magnifique pendu, belle mèche basse, plus de 2 fois le corps de la bougie, on a même 3 ou 4 fois le corps de la bougie, pas de mèche haute, donc vraiment configuration technique assez propre, sur niveau de résistance, doji d'hésitation, pendu, bien évidemment, c'est un chandelier avec un seul pattern qui nécessite le pattern suivant pour être validé, à savoir une clôture du pattern suivant en dessous de la clôture précédente. Donc actuellement, c'est le cas. Et si cette bougie, la bougie du jour, se clôture ainsi, eh bien, on pourrait potentiellement confirmer une fin de hausse sur l'euro-yen avec potentiellement soit un range à venir, et en cas de vraiment dégradation de la situation actuelle, eh bien, double top à la clé.
Mais toujours pareil, si on est dans une situation de range, eh bien, le premier objectif, pour moi, selon moi, se situe à 121. Ce serait d'aller chercher l'ancien niveau de résistance ici, les tops, avec la moyenne mobile 50. En données 4 heures, pour le moment, le marché tente de prendre appui sur la MM50, peut-être petit rebond avant de repartir à la baisse, mais l'euro montre des signes de faiblesse et d'essoufflement actuellement, à confirmer bien évidemment avec la séance du jour. Et en daily, en horaire, pour l'instant, voilà, on est repassé sous la même 50. Et donc, tant qu'on ne repasse pas voilà, au-dessus des 123, qui constitue un peu une zone de polarité et à la fois la moyenne mobile 50, eh bien, les vendeurs pourraient tout simplement prendre l'ascendant afin d'aller chercher le niveau des 121. Et en hebdomadaire, pour terminer, on a aussi un niveau. Voilà, borne haute du range, quasiment couplé à la MM200, voilà, qui est quand même venu coiffer les prix à plusieurs reprises. Donc ici, borne haute d'un range, renforcé par la MM200, qui freine bien évidemment la récente hausse et à la fois aussi pénalisé bien évidemment par les tensions diplomatiques. Le NZD Yen qui continue de céder du terrain. Alors, finalement, la clôture hebdomadaire, on en parlait dans les stratégies bourse, à surveiller cette fameuse oblique et vendredi dernier aussi. Donc, effectivement, on a bien une belle oblique qui vient coiffer les prix, pareil, en place depuis 2015, donc oblique de long terme. Et derrière, belle mèche qui nous a formé quasiment. C'est dommage d'avoir voilà, un peu trop de mèche basse, quasiment aussi, vous voyez, la mèche basse représente quasiment la taille du corps. Donc sinon, on pourrait partir sur une nouvelle étoile filante aussi. Mais en tout cas, c'est un doji, encore une fois, un chandelier plutôt d'hésitation qui arrive sur un niveau de résistance majeur. Et effectivement, si on affine en daily, on se rend compte qu'on était sur voilà, un range, potentiellement un range. Donc là, pareil, on a anticipé le range, comme je viens de le faire sur l'euro-yen. Et pour le moment, en tout cas, ça semble fonctionner, étant donné qu'on a quand même eu l'avalement derrière sur notre zone de résistance ici, voilà, qui sert un peu de zone de polarité où le marché est venu travailler, prendre appui en support, tester en mode pullback. Et donc là, borne haute d'un range, avalement, premier niveau à aller chercher, pour moi, qui reste quand même le milieu de range situé vers les 0,6940, moyenne mobile 50. Et en cas d'enfoncement et d'incursion sous ce gros niveau, eh bien, potentiellement un double top aussi à la clé qui ouvrirait la voie en cas de cassure des 68,30 au 65. Mais pareil, on constate tout simplement que le yen se renforce face aux tensions entre la Chine et les États-Unis. Les matières premières avec le gold. Que dire? Haussier, incroyable rallye. Le gold ne semble pas connaître l'essoufflement, ne manque clairement pas de carburant. Prendre 2% ce matin est juste incroyable. Et on inscrit un nouveau plus haut historique. Voilà. Donc déjà que la bougie de la semaine dernière, la bougie hebdomadaire, quasiment sur un Marubozu, on a tout pulvérisé sur notre passage. Et puis là, on est en train d'inscrire un plus haut historique, tout simplement. C'est extrêmement haussier. Le sentiment qu'on est en train de reproduire le même schéma qu'on a eu ici. Vous voyez, cette accélération d'un coup. Là, pareil, ça s'est quasiment produit au même moment, presque, et qu'on est en train de faire une nouvelle accélération.
Et comme on dit souvent, l'histoire se répète. Donc là, actuellement, on assiste au même scénario. J'espère qu'on n'aura pas une correction aussi impressionnante. Je ne pense pas, vu le contexte actuel. Toutefois, je tape quand même sur un retracement à venir. Mais c'est vrai que le gold ne montre aucun signe d'essoufflement pour le moment. Donc là, on est vraiment dans un nouveau bull run. Le prochain niveau serait logiquement les 1950 et bien évidemment le seuil psychologique des 2000 $. Donc là, c'est le prochain objectif à court terme. Si on regarde en annuel la taille de la bougie, eh bien, on se dit qu'à ce rythme-là, on prend 28% annuel. Donc à ce rythme-là, les 2200, 2300 d'ici la fin de l'année sont juste à portée de main, étant donné qu'on a réalisé quasiment, on a un peu plus loin d'un semestre, mais la taille de cette bougie est juste impressionnante en annuel. On va avoir une clôture mensuelle, voilà, belle bougie flux aussi, et puis sentiment de soucoupe, comme je vous le disais, de rounding bottom, pour le coup, donc de creux arrondi, qu'on appelle aussi soucoupe, donc figure de moyen long terme, généralement qu'on trouve sur le marché action, mais là qui fonctionne parfaitement. Et donc, face à cette hausse annuelle fulgurante, bien effectivement, hein, qu'on prend cette figure et qu'on mesure la hauteur et qu'on la reporte sur la fameuse ligne de coup qui est les 1800, eh bien, à horizon 12 à 36 mois, eh bien, c'est 2500. 2500 $, étant donné le contexte, en tout cas, je ne vois pas ce qui pourrait freiner la hausse de l'or, à part un deuxième sell-off, comme ici en cas de rechute des bourses, où les investisseurs auront besoin de récupérer des liquidités. Mais vous voyez que, alors certes, on a eu un sell-off violent, mais derrière, c'est reparti, hein, et comme en 2008 aussi, hein, si on reprend 2008, on a eu un sell-off, et derrière, on a eu un nouveau rallye, finalement. Donc, prise de bénéfice, et derrière, ça repart. Et là, actuellement, c'est pareil, hein, prise de bénéfice, ça repart. Et puis, si en cas de nouvelle secousse, je ne sais pas, à cause d'euphorie sur les résultats à venir ou des bourses qui devraient retracer parce que les investisseurs ont été sûrement un peu trop ambitieux dans les résultats ou une nouvelle escalade entre la Chine et les États-Unis, on pourrait assister à de nouvelles prises de bénéfices, mais derrière, à chaque fois, le marché est reparti. Et donc là, je surveille les 1950 et les 2000. Surtout, pour moi, le niveau clé, c'est 2000. C'est le seuil psychologique des 2000. En données 4 heures, on est très, très haussier. Un RSI qui commence quand même à saturer, hein, sur les niveaux des 90, mais aucun signe de retournement pour le moment. En données 4 heures, on n'a que des bougies flux. Donc, à surveiller potentiellement si on arrive à former une divergence ici. Il est encore trop tôt. Pour moi, on pourrait avoir voilà, au moins un repli, je pense, à venir sur les 1921 et en cas de correction un peu plus profonde sur les 1880. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien de se mettre à contre-courant puisque l'or est extrêmement haussier et plutôt une nouvelle fois tenter de se positionner sur des replis que sur voilà, cette hausse, comment dire, je vais plutôt vouloir rentrer en plein FOMO. Voilà. Fear of missing out, la peur de rater quelque chose, la peur de rater le train. Donc là, on est quand même en plein FOMO. De ce fait, il est préférable voilà, d'attendre des niveaux techniques pour se repositionner, pour reprendre le train et essayer de reprendre en tout cas cette belle dynamique haussière. Le Brent, sortie de biseau ce matin. En tout cas, on a eu la sortie de biseau hier, mais sur une bougie, vendredi, mais sur une bougie complètement d'indécision, hein, puisque l'open égale clôture.
Mais derrière, on avait quand même jeudi cet avalement. Alors, on a quand même eu un magnifique avalement, on a eu un gap haussier, avalement, donc qui envoyait un premier signal technique. Et là, on a la sortie du biseau. Est-ce qu'on est en train d'effectuer le pullback? Toujours aussi effectuer le pullback, mais j'ai un sentiment baissier à venir sur le pétrole. Je vous parlais de ce rounding top ici en formation, donc ce sommet arrondi qu'on est en train de faire. Bien évidemment, les tensions commerciales et les tensions entre la Chine et les États-Unis pèsent aussi sur le secteur pétrolier. Les nouvelles contaminations aussi pèsent sur la demande à venir. Par conséquent, eh bien, le pétrole s'essouffle et pourrait corriger en tout cas dans les jours à venir. Donc là, pour moi, on a eu un premier signal technique jeudi avec l'avalement, et là, on est en train de confirmer la sortie par le bas du biseau, qui permettrait, un, d'aller chercher les 41,5 avec la MM50, qui, je pense, remonterait sur ce niveau, et deux, en cas de cassure des 41,5, tout simplement d'aller chercher l'objectif théorique qui correspond au 37,3. Voilà, retour sur les plus bas. Et pareil, si on retourne ici, potentiellement un double top à la clé. Mais un sentiment baissier en tout cas sur le pétrole avec le sentiment tout simplement qu'on assiste à un essoufflement de la tendance. Pareil pour le light. Dans la zone, alors le light un peu plus robuste quand même, l'avalement était toujours présent ici, en plein dans la zone, donc avalement baissier en plein dans la zone. Toutefois, pas de sortie de biseau pour le light. On est toujours à l'intérieur de ce biseau, donc un peu plus robuste. Mais pareil, hein, sentiment qu'on est enfermé là dans, voilà, que l'étau se resserre, on va dire, pour le light, entre la MM200 qui va commencer à s'aligner, la MM50 qui va remonter doucement. Donc, on va avoir les prix qui vont se retrouver enfermés. Et au bout d'un moment, la cassure va devoir donner le tempo pour la suite. Toutefois, si on se fie au pétrole Brent, eh bien, le Brent est précurseur sur le WTI. Et effectivement, si on a une correction à venir, eh bien, le WTI devrait lui aussi céder du terrain pour revenir sur les 38,40. Et en hebdomadaire, voilà, on est venu travailler la zone pour le moment, pas de changer de retournement. Mais en daily, en tout cas, le signal technique a eu lieu le 23 juillet avec l'avalement. Il ne reste plus qu'à confirmer cela, en tout cas avec une sortie de biseau, ce qui permettrait de renforcer en tout cas le signal technique baissier pour viser un retour sur les 38,25. Et en cas de cassure, accélération ici pour revenir prendre appui, je pense, sur les 34,50. Enfin, le Bitcoin. Le réveil du Bitcoin, ça y est. Enfin, le Bitcoin sort de sa torpeur avec une belle bougie flue et impulsive qu'on a eue la semaine dernière. Donc la clôture est plutôt belle. Effectivement, sortie de range quasiment, fin de consolidation, du moins sentiment d'avoir une fin de consolidation, redémarrage, belle bougie flue comparée aux bougies précédentes hebdomadaires. Là, on a vraiment du corps dans la bougie. On casse notre oblique baissière. On est juste venu échouer sur la borne haute de notre range hebdomadaire. Et puis là, les acheteurs en remettent une louche, on va dire, et tentent très clairement de sortir par le haut de ce range, qui selon moi en tout cas, permettrait voilà, d'accélérer à 10 009 puis 12 000. Dans un premier temps, 10 900 points, puis 12 000. Donc, est-ce qu'on était dans une phase d'accumulation ou de distribution sur le BTC? C'était l'enjeu actuel. Et finalement, à confirmer sur la bougie du jour, mais qui est quand même plutôt belle, mais il semblerait qu'on soit dans une phase d'accumulation, ce qui permettrait bien de propulser le BTC sur les 10 900, puis les 12 000 $. Voilà.
à confirmer. Pourquoi pas avoir un pullback, un repli ici, mais très clairement, on constate qu'on a quand même eu au cours de la semaine dernière des bougies qui avaient du corps, à mon avis, de retour avec des volumes et donc des acheteurs qui décident de se manifester et finalement de déclencher un nouveau mouvement haussier avec de nouvelles perspectives haussières sur le BTC. On va s'intéresser aussi à l'Ethereum parce que l'Ethereum surperformait très clairement le Bitcoin au cours des dernières séances et on a potentiellement un signal de moyen long terme qui est en train de se mettre en place. « 317, le niveau clé à surveiller. C'est un niveau clé qui a été travaillé pas mal de fois ici. Voilà. Par le passé, en 2017, avant l'envolée, donc 317, 315, c'est un gros niveau technique qu'on avait travaillé à de nombreuses reprises. Et effectivement, si on bascule en hebdomadaire, on avait phase haussière, euphorie, énorme sell-off, éclatement de la bulle, consolidation, range, redémarrage haussier, actuellement sortie de range avec potentiellement un double bottom à la clé, ligne de coup qui se situe vers les 317, 320, belle bougie flux la semaine dernière, et donc en cas de cassure, eh bien, on pourrait avoir un redémarrage haussier et mettre fin à la dynamique baissière et à la phase de consolidation pour aller chercher tout simplement un objectif théorique qui se situe aux alentours de 550 $. Voilà pour l'Ethereum qui pour moi est en train de confirmer une nouvelle tendance, 2, délivrer un signal technique avec la cassure de la ligne de coup qui confirme une fin de consolidation, sortie de range à la fois, oui, mais surtout un double bottom qui permet d'envisager en tout cas de nouvelles perspectives de moyen terme en direction des 550 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, demain, nous avons les stratégies bourse, comme d'habitude, tous les mardis à 14 h. Je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. On fera un tour d'horizon très complet sur l'ensemble des actifs, que ce soit crypto, forex, indices et matières premières. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.